Le livre et l'art face à la révolution du digital, c'est le thème de cette 5e édition du Meeting international du livre et des arts associés, MILA, qui reçoit cette année comme pays à l'honneur le Sénégal. Aujourd'hui, nous allons vous donner les impressions de nos auteurs, de nos exposants et pourquoi pas la température de cette journée. Bonjour à tous et bienvenue au MILA. Je suis déjà avec notre première invitée, Madame Christelle Moingré. Bonjour. Bonjour, comment vous allez? Ça va très bien et vous? Ça va très bien, merci beaucoup. Bienvenue à nouveau au MILA. C'est pas une première pour vous. Hein. Oui, merci de m'avoir aussi invité à votre chaîne. Je vous en prie. Donc, l'année dernière, vous nous avez présenté votre recueil de pensées, je précise bien. Il est là, il évolue bien, ça se passe bien? Oui, c'est pas mal, tout va tout doucement, mais sûrement, il a voyagé, le bébé a voyagé, c'est mon tout premier bébé, vous savez. Il allait au Gabon et ça a été une réussite. Parce qu'au Filiga, c'est leur festival aussi, qui a été inspiré du Mila. Lorsqu'ils sont venus la fois dernière, vous vous souvenez, c'est la délégation gabonaise qui n'a pas pu être là malheureusement. C'est inspiré du Mila et ça a permis à mon livre de voyager. Du coup, on peut dire que le Mila aussi a voyagé. Effectivement, effectivement. D'accord. Donc, au cours de la première journée, on a eu la conférence sur le thème « Le livre et l'art face à la révolution digitale ». Vous, en tant qu'écrivaine, qu'est-ce que vous pensez de la venue du digital face au livre physique, on va dire? Oui, pour nous, c'est un problème. C'est un problème, on peut directement le dire ici. Et lorsqu'on analyse, on s'en rend compte qu'il ne faut pas prendre cela comme un problème. Pourquoi c'est un problème? Parce qu'on quitte le matériel pour la dématérialisation. D'accord. Maintenant, quand vous dites c'est un problème, mais il ne faut pas prendre pour un problème. Bon, c'est un peu contradictoire là. Oui, nous, on fait comment? parce que nous sommes de l'ancienne école, nous sommes, on peut dire, traditionnalistes. Et pour les traditionnalistes, on doit être radical et dire non au livre dématérialisé, c'est-à-dire le livre digital, numérique. Non à cela. Il faut rester à la vieille école, s'enraciner et ne pas changer de bonnes habitudes, même si elles sont anciennes. Mais à travers cette réalité qui s'impose à nous, qui est le digital, il faut savoir l'utiliser à bon escient, il faut savoir l'utiliser à notre avantage. C'est là qui me permet de dire qu'il faut, c'est certes un problème, mais l'utiliser sous un bon angle. J'allais d'ailleurs même en venir. Est-ce que vous ne pensez pas que le digital peut être, disons, un atout au lieu d'être un problème pour le livre? Il est un atout, mais il faut faire très attention. Moi, en tant qu'éveilleur des consciences et juriste, il faut éviter tout ce qui pousse à la perversion. Le digital pousse à la perversion? Parce qu'on peut prendre cela comme un atout. Mais lorsqu'on prend un aspect d'une chose, il faut voir quelles peuvent être les dérives de cette chose. Du coup, on peut dire, oui, c'est bon, mais n'allons pas si loin que ça. Dans les autres domaines, ils peuvent se le permettre. Mais pour nous, nous avons besoin, comme le disaient les autres intervenants, les autres conférenciers, il faut sentir le livre, il faut toucher la chose. Nous restons dans un corps qui est physique, qui est matériel. Il ne faut pas l'oublier. D'accord. Donc, vous, quelles limites vous imposez? Puisque vous dites qu'il ne faut pas aller trop en profondeur. Donc, quelles limites vous vous imposez? D'où le livre doit aller jusqu'où il doit s'arrêter avec le numérique? Il faut utiliser le numérique pour le livre lorsqu'on veut faire une déclinaison. Chez nous, c'est un jargon, c'est-à-dire, j'ai mon livre physique, je prends la version audio, la version e-book, comme on dit, et ça me permet toujours d'avoir des déclinaisons pour que tous ceux qui sont habitués seulement au digital aient aussi un bout de mon œuvre. Garder les deux à la fois. Voilà. Ne pas faire l'erreur de dire que on n'a plus les téléphones à tactile là. On veut seulement avec les smartphones, on veut seulement toucher du doigt et abandonner même le téléphone qu'on tournait comme cela à disque. Là, on a oublié, on est passé à autre chose. On n'a pas gardé l'ancienne méthode. Il ne faut pas aller suivre la révolution dans ce sens-là. Oui, on va avec vous, mais on garde l'original. Donc, il ne faut pas oublier le livre physique. Parce qu'on est dans un corps matériel. On veut toucher, on veut sentir. Il y a une histoire.
le contact, c'est très important. Donc, il ne faut pas suivre en oubliant le papier physique, le livre physique. On ne peut pas l'oublier. Avec vous, on retient évidemment que, certes, il y a le numérique, mais en même temps, il faut garder les racines. Il faut qu'on soit toujours, disons, classique avec le livre physique. En tout cas, c'est bien noté. Merci, Christelle Mangré. Je vous en prie. Et à quand le deuxième? Oui, le deuxième bébé est déjà là, mais j'aimerais peaufiner cela encore. Pas pour être perfectionniste, mais ça sera là d'ici décembre, disons-le. C'est déjà prêt, c'est déjà rédigé, mais je ne sens pas encore la chose. J'aimerais, mais ça sera du rude, hein, ça sera plus dur que... Il n'y a pas de souci. En tout cas, prenez votre temps et on espère qu'au Mila, à la 6e édition, vous serez là avec le nouveau bébé. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Je suis cette fois-ci avec Madame Evelyne Kobou, avec qui nous allons échanger sur le concept de ma boîte à livres. Bonsoir Evelyne. Bonsoir. Alors, ma boîte à livres, qu'est-ce que c'est? Alors, notre boîte à livres, c'est un concept qui veut amener les livres le plus proche possible des populations, des personnes concernées. Super. Donc, je me souviens, vous étiez à l'édition passée du Mila. Donc, j'ai envie de dire d'hier à aujourd'hui, quel changement pour notre boîte à livres? Bon, ça a été tellement bien l'édition passée. Donc, notre présence ici veut dire qu'effectivement, on a été content de ce qui s'est passé. Donc, avec l'édition passée du Mila, on a eu une meilleure visibilité. Des personnes ont pu commander des boîtes à livres, des écoles aussi ont voulu installer des boîtes à livres au sein de leur école. Donc, il y a eu quand même des actions qui ont été posées suite à l'espace de visibilité qu'on a eu au Mila 2021. Super, on s'en réjouit. Oui, beaucoup. Maintenant, est-ce que notre boîte à livres, quand on dit notre, c'est un adjectif possessif, c'est-à-dire qu'il faut créer une intimité, un lien entre... j'ai envie de dire les enfants, les lecteurs et la boîte et la bibliothèque. C'est ça. Est-ce que la bibliothèque, elle est accessible vraiment? D'accord. Il faut dire que le concept même, c'est vrai, on l'a dit tout à l'heure, c'est de rapprocher les livres. Mais au-delà de cela, on met les livres à la disposition des personnes. Ça veut dire que c'est une bibliothèque qu'on peut trouver accrochée dans un jardin ou sous un préau. Donc du coup, on n'a pas forcément besoin de débourser quelque chose pour pouvoir y avoir accès. Et en plus de cela, on peut faire des échanges. Donc, j'ai un livre chez moi à la maison que j'ai lu. J'ai envie de découvrir d'autres. Je n'ai pas forcément les moyens de m'en acheter un nouveau. Donc, je vais à notre boîte à livres. C'est justement le nôtre qui prend tout son sens là, voilà, parce que je dépose le livre que j'ai chez moi et j'en prends un autre. Voilà. Donc, c'est un peu tout ce concept-là qui fait qu'on personnalise au pluriel, on va dire. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Maintenant, là, on parle essentiellement de la venue du digital, du numérique. Est-ce que cette venue-là, quelque part, ça ne vous casse pas un peu? Ouf, le digital, le numérique, c'est une bonne chose, mais il y a aussi des mauvais côtés. D'accord, allez-y. Pour des personnes adultes, elles savent faire la part des choses. Donc, quand il est l'heure de travailler avec on va dire le terminal, on travaille avec. Quand il est l'heure de se distraire, on se distrait avec. Mais ce n'est pas le cas pour les enfants qui n'ont pas forcément cette maturité pour faire la part des choses. Donc, du coup, notre combat, c'est vraiment d'inculquer ce goût de la lecture aux enfants avant qu'ils n'aillent sur le digital et qu'ils se mettent à perdre leur objectif d'apprendre. Voilà, donc si à la base notre combat qui est de vraiment inculquer le goût de la lecture, si c'est fait, une fois que l'enfant possède son smartphone, il sait qu'il peut le mettre à profit en lisant, par exemple. Donc, disons, c'est une sorte d'initiation. Exactement, une sorte d'initiation. Et si quelqu'un n'est pas habitué au livre physique, il ne va pas aller vers les livres numériques. Pour pouvoir lire des livres numériques, il faut d'abord aimer la lecture. C'est pas faux. C'est toute cette éducation qu'on essaie de donner à nos enfants à travers notre boîte à livres. Et ça se passe bien, on espère. Oui, ça se passe bien.
C'est seulement à Abidjan ou... Abidjan est à l'intérieur et on greffe aussi d'autres activités. On ne veut pas donner l'impression à l'enfant que la lecture, c'est une corvée. Non, voilà. Donc, on peut y mettre un atelier de lecture, de photos, on peut y mettre de la cuisine, on peut y mettre du slam, des dessins. Voilà, tout ça pour dire à l'enfant que la lecture s'invite au cœur de toutes les activités qui concernent l'homme, on va dire. Donc, pour vous, qu'il y ait digitalisation ou pas, le physique, ça reste le physique. Le physique reste le physique. Notre boîte à lire. Il y a la cible qui est là, il y a le besoin, il y a la demande, il y a... Non, quelque part, le livre physique ne peut pas être remplacé par le livre numérique. En tout cas, ça, on l'a bien compris. Voilà, les deux font leur chemin de façon complémentaire, mais l'un ne peut pas remplacer l'autre. D'accord, super. En parlant justement de complémentarité, à quel niveau vous pensez que le digital intervient comme un avantage? C'est un avantage parce que je peux avoir une grande bibliothèque. Je peux avoir accès à un serveur qui me permet d'avoir plusieurs livres à lire. Donc, j'ai le choix avec le digital. Je peux aujourd'hui choisir de lire on va dire des romans policiers et après je passe dans une autre bibliothèque, j'ai accès peut-être à des livres pour enfants. Vraiment, le digital nous permet d'avoir plus accès. Seulement en payant une connexion Internet, et de plus en plus, il y a cette facilité qui est faite à plusieurs personnes de pouvoir accéder à des bibliothèques sans payer quoi que ce soit. Donc, du coup, on a une grande source de lecture qui est là. Ça, c'est l'un des avantages du numérique. On sent vraiment la passion quand vous parlez du livre. Attention aux yeux, c'est pas forcément les personnes. On n'a pas de bons yeux, on peut pas forcément lire sur le numérique et tout. D'accord, en tout cas, merci beaucoup Evelyne. Ça a été un plaisir. Plaisir partagé. Merci d'avoir vraiment accepté de venir partager ces quelques instants avec nous pour parler de notre boîte à livres. Je vous le disais tout à l'heure, au Mila, le pays à l'honneur, c'est le Sénégal. Et bien, cette fois-ci, je reçois une poétesse sénégalaise, Fatou Yeli Faye. Bonsoir, Fatou Yeli Faye. Bonsoir. Bienvenue en Côte d'Ivoire et au Mila. Merci. C'est votre première participation? Oui, c'est ma première participation au Mila. D'accord. Qu'est-ce que ça vous fait d'être là? C'est un honneur et un grand plaisir de venir dans un pays frère, de rencontrer des jeunes que j'ai eu à discuter avec pendant longtemps sur Facebook et de partager avec le peuple ivoirien. En tout cas, nous les Ivoiriens, nous sommes aussi très très heureux de recevoir le Sénégal chez nous. Le plaisir est partagé. Je tiens là deux de vos ouvrages, Les termites du salut et Les poubelles de l'espoir. Donc, on va parler-nous un peu de Les poubelles de l'espoir. Pourquoi ce titre? Je commencerai par me présenter en tant que poétesse. D'accord. Je me nomme Faye. Faye Biram Penda Wagan, Dugu Dugu Wagan, Hanjang Wagan, Wagan Kumbasanjan. Je me prénomme Fatou, Fatima Zahra la brillance, de la noirceur d'ébène des Guelewar, Zahra la brillance, de la noirceur divine de la Kaaba. Je me prénomme Yeli au Burkina, Yeli au Mali, Yeli en Côte d'Ivoire, en Mauritanie et au Sénégal. Surnommée Maman d'Islamar, je me réclame poétesse de la solidarité intergénérationnelle et du cousinage à plaisanterie. C'est pourquoi je suis allée dans la charte du Mandé rechercher le Sanankouya. Je suis allée dans la charte de Kouroukan Fouga ramener le cousinage à plaisanterie. Bandourabe Ahalpula, Missalmini man. Peuple de la Côte d'Ivoire, je vous salue. Soyez salués. En tout cas, très 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 belle présentation. Je suis impressionnée. La poésie, c'est beau, hein? Oui. D'accord, donc maintenant parlons de votre ouvrage. Les poubelles de l'espoir, il est paru en 2009 aux éditions Panafrica. Comme tu dis, il y a poubelle, il y a espoir. Sur la couverture, on voit une jeune fille avec un arc-en-ciel. Oui. On ne voit ni poubelle, ni rien du tout. Oui. On voit seulement l'espérance de faire de cette jeunesse
une jeunesse qui va de l'avant. L'espérance qu'on voit dans les poubelles, c'est-à-dire élaguer tout ce qui est mauvais, tout ce qui gâche, tout ce qui nous enlise, toutes les pesanteurs, pour donner la chance à la jeunesse. Parce qu'en fait, on sait qu'en Afrique, on a une population jeune et il faut qu'on les aide à surmonter toutes les pesanteurs qui sont devant eux pour le bien de l'Afrique. Donc, c'est ça l'objectif de cet ouvrage, Les poubelles de l'espoir. Oui. D'accord. C'est pourquoi, quand je parle des poubelles de l'espoir, il y a un poème qui m'inspire et que j'aime beaucoup et qui s'appelle Reviens. Reviens. Reviens respirer l'odeur. Pouvez-nous citer quelques lignes? Les senteurs du vent après une longue tornade. Quand la bouse et le sable dégagent cette odeur d'humus mêlée à l'air vivifiante. Reviens te promener sur la berge, près des algues, dans la puanteur des poissons morts et des immondices, qui ont transformé cette baie jadis propre en un détritus ambulant. Reviens danser au tronc du djembé des enfants de la rue, chérubins, écuelles en bandoulière sur leurs épaules si frêles. Reviens danser avec moi le blues des déshérités qui n'ont plus d'espoir et n'attendent plus rien. Reviens tout simplement pour comprendre que tout au fond de l'abîme, on a besoin d'une main secourable pour nous aider à remonter. En tout cas, les jeunes, vous les appelez vraiment reviens, reviens. On espère qu'ils vont venir, qu'ils vont écouter votre voix, le son de votre voix qui les appelle et qu'ils vont venir. Oui, parce que c'est notre devoir en tant que mère, en tant que femme, en tant qu'éducatrice de montrer la voie aux jeunes. C'est cela. On nous a tenu la main quand on était tout petit jusqu'à présent et nous aussi on doit tendre la main aux jeunes générations pour les aider à émerger. Parce que quand la jeunesse désespérée se faufile le soir dans ses barques traîtresses à la recherche de ses illusions, quand la jeunesse en attente stagne, s'interroge, ne demande qu'une chose, qu'on leur montre le chemin à suivre, alors il nous faudrait des warriors, combattants de la Renaissance, Almami, Gelawar, Linger, Damel, Teigne. Grand rendez-vous où les actes sont valeurs, où les valeurs sont miroirs, où les miroirs sont reflets de nos croyances, gardiens de notre passé et de notre futur. C'est tellement, tellement beau, j'ai même pas envie de vous arrêter. D'accord. Et là, quand on parle de génération, vous avez dit tout à l'heure que on vous a tenu la main quand vous étiez petite. À votre tour, vous tendez la main à la jeune génération. Donc là, moi, j'ai envie de savoir, là-bas au Sénégal, quel avenir vous appréhendez pour le livre? Oui, le livre a toujours de beaux moments, un bel avenir, je trouve, parce qu'il y aura une cohésion, une complémentarité entre le livre et tous les autres supports. Les uns ne s'expliquent pas. Tout doit être complémentaire. Et c'est ça qui permet de poser d'autres jalons. Parce qu'on n'avance pas en mettant de côté, en éliminant ce qui a déjà été fait. Il faut une continuité dans le temps et dans l'espace. Et c'est pourquoi le livre aura toujours de beaux jours. En parlant même de ça, de complémentarité, du coup, est-ce que là, on doit comprendre que pour vous, le volet numérique, ça ne pose pas du tout problème pour vous? Non, ça ne pose pas du tout problème pour moi. Et au contraire, le volet numérique, moi, m'aide en tant que poétesse. Parce que j'ai mis ma poésie sur YouTube. Ce qui fait qu'il y a des poèmes qui sont, par exemple, le poème que j'ai déclamé tout de suite, YouTube, sur Reviens, je l'ai mis sur YouTube sous forme de vidéo, traduit en d'autres langues, une corrélation entre l'anglais, l'espagnol, le français et le wolof. Oui, produit par 4 personnages différents qui ont traduit systématiquement, chacun a traduit le poème dans sa langue maternelle et on a fait quelque chose
Et ça, on peut dire c'est grâce au digital parce qu'avec le livre physique, disons, ça aurait été un peu plus difficile. Tout à fait. Donc là, pour vous, on peut dire que c'est quand même un avantage, un gros avantage que vous avez. Oui, un gros avantage parce que j'ai beaucoup de poèmes que j'ai traduits, que j'ai mis sur YouTube et que les gens aiment écouter. Mais est-ce que là, ça ne va pas, j'ai envie de dire, est-ce que vous n'allez pas prendre goût à ce nouveau type de support-là et quelque part délaisser un peu? Non, parce que moi, tu sais, pour les poubelles de l'espoir, j'ai fait l'expérience avec une école de formation. J'étais venu présenter mon recueil de poèmes. Il y avait un studio. Et quand j'ai fini de présenter, les jeunes ont demandé à ce que je fasse, que je mette en studio mes poèmes. Tout ça a été, le recueil dans l'intégralité a été mis sur ma voix en studio. Et c'est pour les aider à la diction, à travailler leur diction. Parce que les jeunes actuellement, ils n'ont pas une bonne diction. Ils ne prononcent, vous êtes pressés, vous ne prononcez pas bien les mots, alors que nous, on devait prononcer distinctement. Ce qui fait qu'on peut nous écouter. Et quand on lit un poème, on ne mâche pas les mots, on dit exactement tout ce qu'il faut dire. Et c'est pourquoi j'ai fait le recueil de poèmes pour une école, pour travailler. Ça les a beaucoup permis de travailler la diction par l'écoute. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Fatou Yeli Faye. J'ai même pas envie de vous laisser, c'est tellement bien de vous parler, d'écouter vos différents vers. Et là, comme nous avons commencé en poésie, j'ai envie qu'on termine également en poésie. Là, je ne vais pas vous dire vos mots de fin, mais plutôt vos vers de fin. Vos vers de fin, je vais le dire en Wolof pour... On aura une traduction? La traduction, c'était le poème Revient. Ok, d'accord. dellu sil noyi xetu taw bi gëtëy ngelaw li ginnaaw taw bi bindeef leeg suuf si digili xetu bàqu gàncax gu jaxasoog ngelaw dundal dellu sil doxantu ci pegg bi ci waag yi ci xetuk jën yu nëb yeeg mbuubit mi toppi safet gi setoon démb ab sën buy tambaambalu dellu sil nu noyyi xetu bàqu gàncax gi dellu sil nu way bambaane way ndool yee deseetunu jenn yaakaar te xaaratunu dara dellu sil rekk waay ba gis ni ci xuutaayu ndàmbulaan gi def soxla nan loxo bu wàllu bu nu dimbale ba nu yéegaat tout au fond de l'abîme on a besoin d'une main secourable pour nous aider à remonter. Il faut prendre la main des jeunes, les aider à remonter. Ceux qui sont au fond de l'abîme, les aider à remonter. Ceux qui sont sur la voie, les aider à avancer, à émerger, à tenir ce continent, ce beau continent qui est notre legs et qu'on doit préserver. Wow. Là, un dernier petit détail. Comment on dit au revoir en Wolof? Mangidem. Ok, donc Mangidem. Toujours au Sénégal avec cette fois-ci notre auteur de Aurore au palais et La chandelle de l'amour. Il s'agit de Tafsir Ndike Diaye. Bonsoir monsieur et bienvenue en Côte d'Ivoire. Bonsoir. C'est un plaisir de recevoir le Sénégal. Vous êtes le pays à l'honneur, c'est bien ça? Oui, le Sénégal est le pays à l'honneur de cette 5e édition du Meeting international du livre et des arts associés. D'accord. Parlez-nous un peu de votre expérience, de votre première expérience au MILA. Comment ça se passe? Vos impressions? Tout se passe très bien, d'autant que c'est ma deuxième visite dans ce beau pays. J'étais là déjà en 2018 dans le cadre d'une autre manifestation littéraire et artistique à Grand Lao. Et si ce n'est pas une indiscrétion, le festival Efroba du livre. D'accord. Donc je reviens pour participer au meeting international du livre. Et d'abord, il faut dire que les organisateurs sont d'une cordialité extraordinaire. Et moi, ce que je retiens, c'est l'être humain. C'est d'abord son humanisme. Tout le reste maintenant vient après. Ce sont des détails. Vient après.
Et nous sommes, nous, des militants de la littérature. Nous sommes là, nous vivons les qualités et les impairs, parce que c'est comme ça que le monde est fait. Nous encourageons donc les organisateurs à tenir bon et invitons les autorités de ce pays à les rejoindre pour que les prochaines éditions puissent véritablement servir d'exemple en Afrique. Déjà, le meeting international du livre et des arts associés est un exemple dans ce continent. D'accord. En tout cas, on espère que votre voix va porter et qu'on aura un retour. Déjà, parlons de votre ouvrage, de ce roman, Horreur au palais. De quoi s'agit-il exactement dans ce roman? D'abord, il faut que je vous présente si je peux l'appeler ainsi, ses frères. Hein, parce que ce sont tous mes enfants. Je suis auteur de romans policiers. J'ai commencé à éditer, à publier des romans policiers en 2005. 2004, 2005, avec d'abord Casamance, l'assassinat de Madeleine, que j'ai édité à Lyon, aux éditions Bélier. Ensuite, c'est Fossoyeurs de la République, au Canada, aux éditions Mélodique. Nous avons édité Odeur de sang aux éditions Le Manuscrit à Paris. Odeur de sang. Ah, Horreur de sang et Horreur au palais. Aux éditions Le Manuscrit à Paris. Les deux romans ne parlent pas de la même chose. Odeur de sang s'intéresse au trafic d'organes. Horreur au palais, c'était un cri du cœur pour véritablement attirer l'attention sur un processus qui était en train de s'installer en Afrique, c'est-à-dire la dévolution monarchique du pouvoir. Et c'est une sorte de continuité aussi de ces Fossoyeurs de la République que j'ai édité en 2005 au Canada, qui fustigeait un peu la corruption qui était en train de gangréner donc l'évolution de notre continent et le népotisme. C'est une cause noble que vous menez dans cet ouvrage. Monsieur Tafsir, vous n'êtes pas venu seulement au Mila que pour assister, disons, mais vous avez aussi participé, vous avez apporté vos connaissances à ce meeting, notamment lors du panel qui s'est tenu. Vous avez tenu une communication sur le sujet, le livre et l'art face au digital. Est-ce que vous pouvez un peu nous faire un petit résumé de ce qui a été déjà dit au panel? Dans mon 5e roman policier, Sacrifice satanique, le narrateur, à un moment donné, revient sur un peu l'évolution du monde entre trois grandes révolutions. La révolution agraire, la révolution industrielle et la révolution numérique. C'est donc un sous-thème de Sacrifice satanique, mon 5e roman, édité donc à Paris aux éditions Edilivre. Ce que j'ai dit dans cette communication, pour l'essentiel, est que nous devons essayer de faire la jonction entre le livre papier et le livre numérique. C'est une jonction nécessaire pour ne pas rater le train de l'histoire. D'accord. Et côté, j'ai envie de dire, côté financier, le numérique n'apporte pas plus d'avantages côté financier par rapport au physique, ou bien c'est pareil? Vous savez, ce qui rapporte dans ce domaine du livre, c'est une bonne organisation de la chaîne du livre. D'abord, il faut que l'écrivain soit en mesure de présenter au public un texte qui accroche. Ensuite, il faut que l'éditeur aussi arrive à faire son travail correctement, c'est-à-dire faire un livre attrayant qui puisse véritablement attirer d'abord le regard, être doux au toucher,
Et si c'est aussi le numérique, c'est pareil. Il faut que l'éditeur arrive à faire en tout cas un bon livre. Et il faut, pour toujours dans ce cadre-là d'une rentabilité financière, moi vraiment ça ne me préoccupe pas, hein, mais je le dis quand même, que la distribution du livre soit bien organisée, que la promotion du livre soit bien organisée. Que ça soit digital ou physique, tout dépend de l'organisation du livre. C'est une chaîne. Parce que ça soit le papier ou le livre numérique, si le texte de l'auteur n'est pas bon, ça passe pas. Ça gêne. Ça gêne. Si l'éditeur n'a pas bien fait son travail, aussi c'est pareil. Et je continue les si la promotion n'est pas bien faite, donc le diffuseur n'est pas très performant, donc véritablement il y a problème. Donc on voit que déjà vous avez déjà pris de l'avance en parlant de révolution numérique. Déjà bien avant le Mila, vous aviez déjà parlé de cela dans votre ouvrage en 2015. Donc là, qu'est-ce que vous pensez de ces personnes-là, de ces auteurs qui se braquent, qui restent, j'ai envie de dire, classiques, qui restent traditionnels et qui n'ont pas du tout envie de faire ami-ami avec les nouveautés du monde? Ils risquent d'appartenir à l'espace, mais le temps et ses évolutions quand même vont les échapper. Vous savez, on n'arrête pas la mer avec ses bras, on a l'habitude de le dire. Le digital est là pour quelque part apporter un plus à notre existence. Nous devons comprendre les choses de façon positive, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que nous pourrons transformer ce qui apparaît comme des menaces contre le livre papier en opportunité. Mais ça demande un peu d'intelligence. Oui, quand même. Ça demande aussi un peu de courage. Nous ne devons pas avoir peur du nouveau. Nous ne devons pas avoir peur du renouveau. Et nous devons conjuguer tout cela, faire la jonction, comme j'ai dit tantôt, entre le livre papier et le livre numérique. Présentement, c'est nécessaire. Vous l'avez déjà briefé, mais quel conseil vous pouvez donner à cette génération qui peut-être est un peu trop accro au matériel digital, aux smartphones, aux ordinateurs, qui n'a même pas peut-être un seul bouquin en bibliothèque à la maison? Quel conseil vous pouvez donner à cette jeunesse-là? D'abord, je donne un conseil à nous autres adultes. D'accord. Avant ces enfants, avant ces jeunes. Car nous avons une responsabilité. C'est d'organiser quelque part les flux d'informations qui arrivent au niveau de ces enfants, au niveau de ces jeunes. Je dis flux d'informations parce qu'il y a plusieurs canaux qui sont là et très chargés et qui atterrissent, les contenus atterrissent au niveau de cette jeunesse, de ces enfants. Les adultes, donc, ont cette responsabilité de voir dans les familles, dans les écoles, dans certains milieux, comment agir pour que les enfants puissent aussi faire la jonction entre ce qui se faisait en matière d'éducation, en matière d'instruction, en matière d'information, et ce qui se fait maintenant, pour que véritablement une certaine harmonie puisse se créer dans l'intérêt vraiment d'une transmission pédagogique des connaissances et des formations pour nos enfants. Donc l'adulte doit être le modèle du jeune. Tout à fait, non seulement le modèle, mais il doit travailler à véritablement réguler ce que le jeune reçoit en matière d'information, en matière de connaissances, hein, en matière de savoir. C'est important. Je suis aussi dans la poésie. Oui, j'allais en venir. Et en 2008, Silence on s'aime, qui réclamait un peu le silence des armes dans le monde, qui réclamait un peu le silence des querelles, de toutes ces choses inutiles qui, à la limite, ne font que c'est un ensemble de bruissements qui ne font que semer le désordre dans nos vies.
Silence on s'aime, aux éditions Le Manuscrit. J'ai édité ensuite Pèlerinage au Temple de l'Amour, dans le même sillage. Et là, le dernier, en 2016, La Chandelle de l'Amour, qui s'interroge, hein, parce que nous vivons dans un monde où donc, nous avons une industrialisation extraordinaire. Nous avons donc cette modernité-là qui réclame son trophée, qui s'appelle numérique, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Mais nous sentons quand même que l'humanité se déshumanise de plus en plus. Comment faire, justement, c'est pour revenir toujours au thème, comment faire pour que cette nouveauté, ou en tout cas cette continuité, hein, de la modernité, soit en faveur d'un humanisme, L'adaptation. partage. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Tafsir Ndike Diaye. Je souligne, pour remercier encore le MILA, D'accord. ils m'ont remis hier le prix d'honneur du MILA. Ah, non seulement vous êtes payé à l'honneur et encore. Qui est un prix qui consacre, comme ils disent, un écrivain africain majeur. Bien que moi, j'aime toujours être enfant. C'est vraiment... Donc, félicitations encore pour ce beau prix. Donc, vous êtes 2 fois à l'honneur. Tout à fait. De façon générale, avec le pays et de façon personnelle, vos productions. Au nom de mon pays, au nom de toute la délégation. En tout cas, c'est la Côte d'Ivoire qui vous remercie. C'est le MILA qui vous remercie. Monsieur Tafsir, vos mots de fin. Mais vous remerciez, vous, la chaîne. DCSPC. Voilà, donc je vous remercie. Et vraiment, bonne continuation. Merci beaucoup. Et bon séjour en Côte d'Ivoire, bon séjour au MILA et puis bon retour au Sénégal. Merci beaucoup. Meeting international du livre et des arts associés, de retour en Côte d'Ivoire avec Mavi Bayoro au Café de Paris. C'est le titre de votre ouvrage. Bonsoir Mavi. Bonsoir. Bienvenue au MILA. Merci. C'est votre première participation. Bien sûr. Encore doublement bienvenue. Merci encore. Donc avec vous, vous êtes exposante ici, c'est bien cela? Bien sûr. Vous êtes venue avec vos ouvrages que C'est ça. vous avez présentés. Donc parlez-nous un peu de ce bel ouvrage que je tiens là. Au Café de Paris est comme un hommage que je voulais rendre aux victimes du bus qui a dérivé au pont de Gaulle, dans la lagune Ébrié. Et c'est l'histoire en quelque sorte d'un jeune cadre qui, à une semaine de son mariage, fait une rencontre au restaurant Café de Paris. Et cette rencontre a vraiment changé le sens de sa vie. Et cette rencontre a dérivé sur la mort. Wow. On parle d'accidents sur le pont de Gaulle, on parle de restaurants. Bon, je ne vois pas un peu trop. Le restaurant fut le lieu de rencontre avec la victime de l'accident. Voilà. Il était sur le point de se marier à une semaine, le 14 février. Je suis bien et il rencontre une dame qui passe par là. Elle est médecin, chirurgienne. D'accord. Ne sachant pas s'il est amoureux ou pas, avec l'amour de son enfance, une jeune fille avec qui il était fiancé, il devait se marier à une semaine. Le médecin qu'il rencontre au Café de Paris, et c'est là que tout a commencé. Il y avait un gros dilemme. Était-il vraiment amoureux ou désirait-il simplement l'inconnu du café? En tout cas, on ne saura jamais. On ne saura jamais, parce que lui-même, il ne savait pas. De manière brutale, elle a quitté de manière brutale, alors qu'il attendait dans un restaurant pour lui dire qu'il allait se marier. Et là, elle disparaît. Voilà. Donc, c'est votre premier ouvrage. Bien sûr. Il vous a fallu combien de temps pour cet ouvrage? 3 semaines. Waouh! Pour un écrivain, 3 semaines, c'est trop ou c'est juste l'inspiration était trop? Parce que je me dis... On peut écrire un roman en 2 ans. Il y a encore des manuscrits que je n'ai pas terminés. Mais celui-ci était avant mon mariage. Voilà, c'était avant mon mariage. Parce qu'avant le mariage, il faut dire qu'avant le mariage, il y a beaucoup de tentations qui subviennent.
Et c'est là que Doudou est venu mon inspiration. Parce qu'avant le mariage, on a l'impression qu'on n'aime plus notre mari, on a l'impression qu'on rencontre quelqu'un d'autre qui vient un coup là et qui vient tout chambouler. Et c'est de là qu'est partie mon inspiration. En 3 semaines avant le mariage, j'ai fini le livre. Voilà. C'est bien intéressant. Et après cet ouvrage, est-ce qu'on doit s'attendre à d'autres sorties de votre part? Bien sûr. J'ai encore d'autres manuscrits à faire sortir. Je compte faire un peu la littérature enfantine. Et puis organiser des événements à l'intérieur du pays pour permettre aussi aux plus petits à l'intérieur de pouvoir avoir de quoi enrichir la lecture. C'est-à-dire créer des bibliothèques à l'intérieur du pays, dans des petites villes là, qui ne sont pas trop connues en Côte d'Ivoire. Pour se rapprocher le plus voilà. des enfants. Pour ne pas trop concentrer tout à la capitale économique. Voilà. Qu'est-ce que le Mila vous apporte comme, j'ai envie de dire, avantage, vous qui êtes écrivain? Au Mila, j'ai rencontré des écrivains, des dévanciers, des doyens, des personnalités. Le Mila m'a aussi permis de m'imprégner un peu dans le milieu artistique de la littérature. Voilà. Donc, j'ai bien apprécié, j'ai bien aimé voir tout ce monde-là, rencontrer des personnes de divers horizons, sénégalais, bénin et autres. En tout cas, j'ai bien aimé. D'accord, nous aussi, on a aimé être avec vous. Et pour, disons, pour l'année prochaine, vous, quelles sont vos attentes en tant qu'exposant? Pour l'année prochaine, j'aimerais que le Mila communique plus. Voilà, qu'il fasse plus de communication, qu'il fasse plus la propagande de ce salon parce que c'est vraiment important. Et aussi qu'il mette des stratégies en place pour inviter les universitaires, les grandes écoles, les élèves à prendre part au Mila, comme on fait aussi là. Voilà. Il y avait déjà une vague d'élèves et étudiants ce matin. Je pense que, comme vous l'avez dit, c'est une sorte d'évolution. Voilà. Que ce soit plus créatif encore, ils peuvent rajouter, puisque c'est de l'art, on peut créer d'autres choses. Des artistes, des artisans même peuvent venir exposer. Ça serait encore parfait. D'accord. En tout cas, merci pour vos suggestions, Mavi Bayoro. Je vous en prie. On souhaite vraiment bon vent au Café de Paris. Merci. Et peut-être, pourquoi pas, le prochain rendez-vous sera là-bas. On espère, en tout cas, ce sera un plaisir. Je vous en prie. Le Mila, ça continue et je suis cette fois-ci avec une grande icône de la littérature ivoirienne, Fatou Keïta. Bonsoir. Bonsoir. C'est un véritable honneur de vous recevoir sur ce plateau du Mila. Je suis très contente d'être là. En tout cas, bienvenue. Merci. On n'oubliera jamais cette œuvre rebelle de Fatou Keïta qui, je dirais même, a précédé votre personne. Le succès de cette œuvre a précédé votre personne. Moi, je suis contente quand on connaît mon livre plus que moi-même. Hein. Ça veut dire que le livre a eu beaucoup de succès et je suis très contente. Il a vraiment eu du succès. Hein. C'est grâce à ce livre que nous, on vous a connu, Fatou Keïta. Mais aujourd'hui, vous venez avec ce nouvel ouvrage adressé particulièrement aux enfants. Mais lâche ta tablette. Ça, c'est une exclamation très forte. Le message est assez clair, mais un peu plus de détails. Bon, c'est un petit livre pour enfants parce que j'écris et pour les grands et pour les enfants. Mais mon domaine de prédilection aujourd'hui, c'est vraiment la littérature pour la jeunesse. J'ai presque 30 titres pour les enfants. Alors, mais lâche ta tablette, c'est clair. Hein? Je veux dire, on est dans un monde où on est envahi vraiment par les tablettes, les téléphones, etc. Et on oublie un peu ce qui est autour de nous. Donc, c'est un petit peu parler aux enfants, leur dire que la tablette, c'est merveilleux, c'est un objet magique. On peut appeler des gens qui sont à des milliers de kilomètres de chez nous. Mais quand on est chez nous, quand on est à la maison, on lâche un peu la tablette pour regarder les gens qui sont autour de nous, pour communiquer avec eux, pour être avec eux. Et sinon, la tablette, ça devient vraiment un écran. On dit bien lâcher vos écrans. Un écran, c'est quelque chose qui barre la vue. Ça vous barre la vue, ça vous empêche de voir à côté. Et c'est ça que je veux faire comprendre aux enfants et aux parents. D'accord, aux enfants et aux parents. Est-ce qu'on doit dire que ce comportement des enfants, est-ce que ça relève de la responsabilité des parents, de la négligence des parents? Bon, moi je crois que... Bon, je ne sais même pas si c'est une négligence, c'est-à-dire que les parents eux-mêmes sont addicts. Et ça, les enfants le disent. Hein. Ils disent, moi mon papa il est accro, moi ma maman elle est addicte. Bon, ils s'en rendent bien compte. Hein. Et ils imitent leurs parents.
Les parents sont toujours le nez dans le téléphone, en train de téléphoner, en train de regarder des vidéos, etc. Les enfants, ils ne font que copier. Voilà. Maintenant, si et parents et enfants sont concernés par cette réalité, pourquoi le message est adressé particulièrement à l'enfant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous attire plus chez l'enfant? Bah, c'est plus grave chez les enfants quand même, que les enfants soient complètement obnubilés, très jeunes, ça pose problème. Après, ils sont en dehors du monde, ils regardent un peu n'importe quoi, on ne peut pas toujours les surveiller. Et puis, ils sont tellement habiles. Une fois que vous leur donnez le téléphone, la tablette, en quelques journées, ils sont plus forts que vous. Ils arrivent à regarder un peu tout et n'importe quoi, et donc ça peut devenir dangereux. Donc il faut faire attention. Et les enfants très très jeunes, il ne faut pas leur donner la tablette, je pense. D'accord. Sauf quand on est avec eux, on peut regarder un truc ensemble et tout, mais donner une tablette par exemple à un enfant de 3 ans, 2 ans, et les gens le font pour avoir la paye, te mettre l'enfant au milieu du salon, et puis la tablette, et puis l'enfant regarde toute la journée. Pour être un peu plus tranquille. D'accord. Au Mila, vous avez été honoré comme écrivain à l'honneur. Encore félicitations pour cela. Et le thème déjà général du Mila, vous l'avez déjà abordé dans cet ouvrage, le livre et les arts face à la révolution du digital. Est-ce que ça vous apporte quelque chose de changé quand on sait que Fatou Keïta a réussi à s'imprégner, à se faire connaître, à s'imposer dans la littérature ivoirienne? Est-ce que le digital vous fait peur? C'est pas qu'il me fait peur, mais c'est que je trouve qu'il est un peu envahissant quand même. Il est un peu envahissant. Vous allez être dans une salle, tout le monde a son portable, personne ne s'occupe vraiment de l'autre. C'est un écran, comme je dis, un écran qui cache et qui nous isole aussi, même si on est en contact avec d'autres personnes. Je ne dis pas que c'est à bannir, hein. Et d'ailleurs, c'est le but de l'histoire, puisque l'histoire se termine bien. Le petit garçon qui était venu en visite voir sa famille et tout, il retourne en Europe et puis il se demande est-ce qu'il va pouvoir revenir à cause de Corona qui est là et tout. Et puis il sourit, il se dit mais j'ai ma tablette. Donc avec la tablette, je pourrai toujours communiquer avec les gens du village, etc. Donc le message, c'est que la tablette, c'est bien. Il y a des moments où vraiment on peut s'en servir et tout, mais il ne faut pas que ça soit envahissant. Voilà. D'accord. Là, vous mettez en relief le côté social, le côté relationnel, interpersonnel. Mais maintenant, votre position quant au volet littéraire? Bon, moi, la littérature et le portable, par exemple, les e-books et tout, moi, j'aime pas du tout. Oh là là. Non. Quand on m'envoie un livre en e-book, je ne lis pas, je sais pas le faire. Lire sur une tablette, c'est trop artificiel. Bon, peut-être que c'est parce que je suis dans le métier de l'écriture et j'aime toucher les livres, j'aime tourner les pages. Et, vous tournez la page, vous revenez si vous n'avez pas bien lu, etc. La tablette, vous lisez... Non, moi, vraiment, je suis contre. Vous restez classique. Je pense qu'on peut, par contre, faire de la publicité. Montrer un livre, bon, voilà tel livre qui vient de sortir. En résumé, ça parle justement de la trop grande intrusion du téléphone dans la vie, écrit par Fatou Keïta. Là, c'est bon, on montre la couverture, ça suffit. Mais faire lire, c'est-à-dire mettre tout le livre et que l'enfant prenne une tablette pour lire un livre pour enfants, non. Donc, pour les lectures, il n'y a pas vraiment d'intimité entre le livre et le lecteur quand c'est sur support numérique. Non, moi, j'aime pas. En tout cas, c'est personnel, mais j'aime pas. Je trouve qu'un livre, ça se touche. On tourne les pages. Il y a quelque chose de magique dans le livre. C'est beau à regarder, c'est beau à toucher. Et puis, ça permet aussi à l'enfant d'apprendre à respecter le livre. Parce que le livre, ce n'est pas un jouet. C'est pas un jouet. Et d'une façon générale, nos enfants en Afrique, bon, ils ne savent pas justement garder un livre. Un livre, c'est éternel. C'est éternel, ça ne s'abîme pas. Donc, le fait de donner un livre en papier à un enfant, ça le pousse au respect de la chose qu'est le livre. D'accord. La tablette, bon, il va le prendre avec les mains sales, ça ne pose pas de gros problèmes. Mais le livre, il faut avoir les mains propres, il y a un certain respect qui est dû au livre. Mais lâche ta tablette. En tout cas, j'espère vraiment que ces enfants
recevoir ce message et lâcher un tant soit peu leur tablette. Vous savez comment je discute avec eux? Oui. À la fin, on discute un peu, je leur raconte l'histoire et je leur demande, alors, est-ce que vous connaissez dans la famille des gens qui sont addicts comme ça? Alors tout de suite, il y a plein de doigts qui sont levés. Moi, c'est mon papa, moi, c'est ma maman, moi, c'est ma grande sœur. Alors je dis, bon, toi, viens, tu dis que c'est ton papa. Alors tu sais ce que tu vas faire? Tu prends le livre et puis tu dis, papa, tiens, la maîtresse a dit de lire le livre là. Comme ça, il va comprendre. Ils sont tout contents et tout. Donc, ce sont maintenant les enfants qui vont ramener les parents à la raison. En tout cas, c'est aussi une belle technique. Oui. Merci encore, Fatou Keïta, et félicitations pour ce prix d'honneur que vous avez reçu au Mila. C'est vraiment pour nous un véritable plaisir de vous recevoir ici. Et on espère, pourquoi pas, que vous serez encore avec nous aux prochaines éditions. Et je vous dis que le mon prochain livre, c'est On a kidnappé le Père Noël. Oh là là! Alors, Avant décembre? L'histoire, on espère. D'accord, Croisez les doigts avec moi. On croise les doigts avec Fatou Keïta. À tout à l'heure. La 5e édition du meeting international du livre et des arts associés, ça se passe en Côte d'Ivoire. Nous avons été au Sénégal, au Cameroun, et cette fois-ci, nous sommes au Congo-Brazzaville avec Prince Arni Matoko. Bonsoir, Prince Arni Matoko. Bonsoir, madame la journaliste. Bienvenue en Côte d'Ivoire et bienvenue au Mila. Merci infiniment. Vous avez été bien reçu, en effet? Oui, en effet, bien reçu. D'accord. Oui. Vous êtes venu en tant qu'exposant ou juste participant ou panéliste au Mila? Je suis venu en tant qu'auteur et à ce titre, j'ai eu le privilège et l'honneur à la fois d'avoir un stand là où j'ai exposé mes livres, mais aussi de participer aux différentes activités en tant que participant, mais aussi en tant que panéliste. Ah, c'est super. Vous avez tenu un panel sur quel thème? Hier, par exemple, c'était un thème très alléchant. Quel homme pour l'Afrique de demain? Wow. Oui. D'accord. Expliquez-nous un peu ce que vous avez déjà dit hier. Alors, ce qu'il en est résulté, c'était la question de voir comment peut-on développer l'Afrique, mais avec quel type de personnes. Et dans le concept homme, il fallait regarder à la fois l'homme en tant qu'homme et la femme également, qui sont des éléments essentiel pour le développement de l'Afrique. Mais dans le cadre de la littérature, comment les écrivains conçoivent-ils la place de l'homme dans le cadre de la promotion de la culture et des valeurs africaines? L'homme, c'est toujours, disons, grand H, homme-femme ensemble. Tout à fait. D'accord. Donc pour vous, ces deux différentes personnalités doivent travailler ensemble pour la construction de l'Afrique. Tout à fait. Je crois que j'ai bien retenu. Hein. Je crois que c'est ça. D'accord. Donc là, je tiens votre œuvre poétique que vous avez écrit Entre les lignes du silence. Entre les lignes du silence, dites-nous de quoi s'agit-il dans cet ouvrage? D'abord, il faut dire que c'est un recueil de poèmes publié chez les éditions Les Lys Bleus en 2020. Et c'est mon 5e recueil de poèmes. Et ce livre, comme le titre l'évoque, c'est pour moi, le silence, c'est la forme la plus perfectionnée du langage. Et généralement, il est difficile de comprendre, de décrypter le silence. Mais pire encore, quand on dit de lire entre les lignes du silence. Alors, pour comprendre le message qui est véhiculé, il faut lire. Mais chaque vers, c'est un message fort pour exprimer soit l'amour, le désespoir, l'Afrique, l'amour, les espoirs, même le bonheur. Et surtout les mots qui minent l'Afrique, mais avec un accent particulier sur l'espoir selon lequel l'Afrique finira par se développer un jour avec des hommes et des femmes dignes et de qualité. D'accord. En communication, il y a un axiome qui dit on ne peut pas ne pas communiquer. Ce qui veut dire que même dans le silence, il y a un langage qui est décrit, il y a un langage qui est exprimé. Et vous, dans cet ouvrage, sur quoi vous mettez la main exactement? Vous pointez quoi du doigt plus précisément? Alors, le centre d'intérêt le plus majeur, c'est la place et le rôle de l'Afrique et des Africains sur l'échiquier mondial et même des problèmes qui minent et déchirent l'Afrique. Donc ce sont ces problèmes qui, d'un côté, m'ont révolté, mais aussi qui m'ont amené à réfléchir sur la forme poétique pour accoucher de cette inspiration et pour essayer de parler de ce problème et pourquoi pas dans l'espoir que celui qui lira un jour trouvera son compte d'une manière ou d'une autre. D'accord, donc si on peut le dire ainsi, c'est un cri du cœur oui. Pour pointer du doigt les maux de nos sociétés africaines.
D'accord. Et en dehors de ce recueil de poèmes, vous avez parlé nous d'autres ouvrages que vous avez, Alors, même si on l'a pas là maintenant. Mon parcours littéraire est jonché de plusieurs ouvrages. En premier lieu, je citerai Mélodie des larmes, publié en 2016. Et en cette même année, j'ai publié 5 livres coup sur coup. Wow. 2 recueils de poèmes, un recueil de maximes et un recueil de nouvelles et un autre recueil de poèmes. Vous êtes polyvalent. Je suis polyvalent. Et en 2018, j'ai publié un autre recueil de nouvelles intitulé La colère du fleuve. Et c'est en 2020 que j'ai mis sur le marché littéraire culturel ce livre que vous avez l'honneur et le bonheur de tenir entre vous. En tout cas, j'ai vraiment l'honneur. Ça, c'est pour 2020. Tout à fait. Et là, nous sommes en 2022. Oui. Est-ce qu'on doit s'attendre à quelque chose? Oui, dans l'intimité de ma création et de ma production littéraire, il y a un bébé qui est en cours. Oh là Il est en là. train de connaître son processus normal jusqu'à ce qu'il soit accouché un jour. L'accouchement, c'est prévu pour quand? Si- Ou bien si- le gynéco n'a rien si dit? plaît à Dieu, ça serait peut-être mi-2023. D'accord, c'est vraiment, vraiment super. Le Congo-Brazzaville en Côte d'Ivoire, vos impressions quand vous voyez le Mila? Alors, je dois d'abord féliciter les organisateurs qui ont pris le cœur et l'âme de pouvoir nous donner à partir du moment à l'invitation. Et je dois dire que je suis venu ici, c'est pour la 2e fois. Donc, je ne suis pas vraiment étranger ici. Et c'est pour la 2e fois que je vais me participer à une activité littéraire de cette grande envergure. Et je crois que c'est une grande occasion. C'est une occasion très propice qui nous est offerte à moi particulièrement de venir discuter, échanger, partager et pourquoi pas aussi, comme disait Montaigne, limer ma cervelle avec celle des autres nationalités, des Béninois, des Sénégalais et même des Camerounais. On ne finit jamais d'apprendre. Bien entendu. En tout cas, merci Prince Arni Matoko d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir de recevoir un auteur congolais ici au Mila, ici en Côte d'Ivoire. On espère vraiment que votre séjour s'est bien passé, continue de bien se passer, que le retour également sera bien. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Le Mila, c'est le tour de l'Afrique francophone que nous faisons. d'Abidjan, nous avons effectué un voyage au Sénégal, en RDC, au Congo-Brazza, au Cameroun. Et maintenant, nous allons au Bénin avec Maboudou Abdou Rahim. Dis bravo. C'est bien ça. Bienvenue en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Bonsoir. Le Mila est heureux de vous recevoir ici. C'est un honneur pour le Bénin également d'être présent au Mila. Un pays frère qui vient à cette rencontre d'auteurs, d'exposants, de personnes du monde littéraire. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est d'abord un plaisir, c'est un honneur, comme je le disais. Et plus loin, je pense qu'il faut beaucoup de ces rencontres-là parce que ça nous connecte en fait. Donc, je serai très honoré que pour les occasions à venir, que je puisse dire que je vais rester à Abidjan parce que désormais, je me suis fait pas mal d'amis et je saurai qu'à Abidjan, il y a désormais tel écrivain, il y a telle écrivaine, ainsi de suite. Donc, il y a le réseautage qui se fait. Ouais. Et après, c'est comment est-ce qu'on travaille sur des projets d'avenir parce que nous utilisons les 26 lettres de l'alphabet, nous utilisons presque les mêmes mots pour dire les mêmes choses. Donc, nous sommes à des distances éloignées, mais nous vivons les mêmes réalités. Là, déjà, vous attirez mon attention en parlant de projets d'avenir. Est-ce que vous, en venant au Mila, vous avez des projets avec les auteurs locaux? Des projets avec des auteurs locaux, je vais dire là tout de suite non. Je ne connaissais pas les auteurs locaux. Ah, c'est votre première fois? À Abidjan, c'est ma première fois. Et donc, grâce à cet événement, grâce au Mila, j'ai désormais un contact facile avec Christelle, avec Matoko, le Cameroun, le Congo, ainsi de suite. Les projets se dessinent. Et ça se dessine parce qu'avec les ateliers d'écriture, avec les échanges, on arrive à voir comment est-ce que tel écrivain écrit, telle maison d'édition, comment ils font leur travail et à travers la qualité des ouvrages, on se dit, ah ouais, cette maison d'édition qui est à Abidjan, je pourrais essayer tel ou tel truc avec eux. Donc, il y a déjà des projets qui se dessinent avec les éditeurs et bien entendu également avec les auteurs. D'accord, donc là, je tiens 2 de vos ouvrages, Docteur Lee et Le Chant des Vers. Donc déjà, expliquez-nous pourquoi Docteur Lee, parce que moi, c'est inhabituel, Docteur Lee. C'est osé.
Osée en ce sens que c'est le surnom de celle qui m'a donné le Goumen. Oh là là! Et donc, moi, c'est ma façon d'aller au-delà de cette déception amoureuse. Et également le bon côté qu'il faut chercher en toute chose. Donc, il faut tirer le bon dans ce qui est a priori mauvais. Et c'est comme le disait Charles Baudelaire, donne-moi ta boue et j'en ferai de l'or. Donc, j'ai vécu une déception amoureuse. Je décide de regrouper tous les jolis poèmes que je lui avais écrits, même les poèmes, comme vous le voyez, sur Goumen, quelque part là. Donc, j'ai tout mis, mais j'ai fait un dépassement de soi. Donc, il y a un chapitre, le dernier, qui est Nasiara. Dans ma langue, ça veut dire merci. Donc, ce chapitre vient pour donner des leçons. Après cette déception amoureuse, qu'est-ce que je retiens? Et donc, c'est ce travail que chacun doit chercher à faire. Donc, c'est une sorte de confidence que vous faites à vos lecteurs. Confession, mais j'aime parler de thérapie. Thérapie. Je vide mon cœur. Ça vous a fait du bien. Ça m'a fait énormément du bien. Et j'ai trouvé d'autres titres. Mais je me suis dit, pour la femme qu'elle est et pour le fait qu'elle m'ait permise à un moment donné de rêver, d'écrire de très belles choses, pour lui rendre hommage, l'ouvrage va également porter son surnom. Elle a été votre muse. Elle a été ma muse pendant tout ce temps. Et on peut dire que le Goumen a servi à quelque chose, hein, en fin de compte. L'objectif, c'est de pouvoir monétiser désormais nos Goumen, en faire de l'argent. C'est pas faux. Parce que j'ai perdu 3 nuits sans dormir. Wow. Et pendant ces 3 nuits, je lui ai dit beaucoup de mauvaises choses. Mais après, je me dis, c'est pas elle qui a voulu que la déception vienne. Dieu a voulu que ça s'arrête là, mais je ne vais pas lui en vouloir toute la vie, quoi. Donc, et là, le chant des vers, ça parle de quoi? Mon premier ouvrage, c'est sorti en 2019 aux éditions Savane du Continent, qui est au Bénin. Et donc, c'est un recueil de 29 poèmes qui traite des thématiques comme l'hommage aux femmes, les violences faites aux femmes, le mariage des enfants, l'immigration, la corruption, l'incivisme des jeunes en circulation. Les jeunes qui roulent mal en circulation. Donc, c'est des textes que j'ai écrits pour sensibiliser. Donc, est-ce qu'on peut vous qualifier d'éveilleurs de conscience? Bien entendu, ça me va, moi. Donc, éveiller les consciences, c'est en quelque sorte la mission de l'écrivain. Enfin, d'une certaine catégorie d'écrivains, parce que ce n'est pas tous les écrivains qui vont dans ce sens-là. Il y en a qui écrivent juste pour le beau, pour faire rêver les gens, mais il y en a qui éveillent les consciences. C'est le chemin que vous avez choisi qui est là. Oui, en quelque sorte. Hein. Même dans Dr Lee, je n'éveille pas forcément les consciences, mais je fais rêver les gens. Je leur donne espoir que malgré les déceptions, il faut quand même ne pas fermer son cœur. Il faut toujours garder le cœur un peu ouvert parce qu'on ne sait pas sur qui on va tomber demain. En parlant de ça, à votre niveau, c'est comment? Là, je suis avec quelqu'une, d'accord, déjà. Et c'est vrai que j'ai attendu 2 ans. J'ai fait le processus de deuil, tout, avant. La guérison, elle est complète, hein? Elle est complète, super bien. Heureusement. Bien. Et puis, ce que je vis comme relation, je trouve qu'elle est encore meilleure. Super, on espère que cette fois-ci, il en sortira une heure, mais pas pour se morfondre, pas pour parler de Goumen, mais plutôt des bons côtés de cette relation que vous vivez actuellement. Et on espère que ça va encore aller loin. Si ça vient, je ne veux pas. Qui suis-je pour m'y opposer? Vous allez encore tirer le bon. J'ai la clé désormais. Si une déception. On ne veut pas un tome 2 de celui-là, en tout cas. On ne veut pas un tome 2. En tout cas, merci, bravo. On espère que votre séjour en Côte d'Ivoire se passe très bien. Et saluez vos collègues, vos confrères écrivains béninois quand vous retournerez au Bénin. Nous vous remercions d'avoir vraiment accepté notre invitation. Le MILA, Meeting international du livre et des arts associés. Nous sommes aujourd'hui à la dernière journée et on espère que vous avez pris plaisir à nous suivre depuis tout ce temps.